On est de retour pour la seconde partie des experts avec toujours en plateau Ludovic de Sauté, Gilles Ravaud et Stéphane Van Nuffel. Les discussions ont continué pendant la pub qui s'est calmée. Voilà, on lui a donné un petit peu d'eau fraîche. On va enchaîner sur la conférence sociale. La conférence sociale qui s'est ouverte hier avec un premier claquage de porte. D'abord, Ludovic, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous présenter les enjeux de cette grande conférence sociale qui sont assez profonds. Sera-t-elle grande ? Alors que le budget PLFSS vient d'arriver à l'Assemblée nationale. Puisque cette conférence sociale, d'abord, elle est censée renouer un dialogue entre les partenaires sociaux. Là, ça commence un petit peu mal. Oui. Elle est censée se pencher sur l'univers du travail, sur l'univers de la retraite. Donc, c'est des dossiers quand même extrêmement importants et c'est extrêmement structurant, sur lequel, j'allais dire, il n'y a pas eu de feuille de route de la part de Lecornu, mais sur laquelle, en tout cas, l'idée de Lecornu était de remettre ces gens-là autour de la table, pour construire des propositions pour, j'allais dire, alimenter le débat politique et tout ça. Donc, oui, le MEDEF a claqué la porte hier. Alors, claquer la porte, j'allais dire, sur une forme d'insatisfaction par rapport à la séquence qui s'est terminée lundi soir, celle du budget. On va écouter Patrick Martin, justement, qui était hier soir sur BFM TV, qui explique un peu les raisons de la colère du patronat. On l'écoute. Si on somme toutes les augmentations d'impôts et de taxes sur les entreprises, sur les actionnaires, pour une petite partie sur les ménages, c'est 43 milliards d'euros d'impôts de plus. On est en train de faire exactement l'inverse de ce qu'il faudrait et de faire l'inverse de ce que font tous les autres pays à travers la planète. La Chine, les États-Unis, bien sûr, mais les autres pays européens. On est en train d'alourdir encore le fardeau qui pèse sur nos entreprises. L'activité va se détériorer et la France va continuer à se déclasser. Eh bien, le MEDEF dit non. Le MEDEF dit non. En fait, c'est un gros ras-le-bol fiscal et ils ont tout envoyé bazarder. Avec quand même une petite, parce qu'on l'a vu depuis l'événement avorté de Bercy, la mobilisation que souhaitait faire le MEDEF, c'était le 13 octobre de mémoire. Absolument. Il y a encore aussi la fracture au sein du patronat qui se poursuit, puisque contrairement au MEDEF, la CPME et l'UDP restent dans la conférence sociale. Donc là, on voit le clivage. Avec un MEDEF, honnêtement, très sincèrement, qui, depuis des mois, en tant que représentant du patronat, la joue pas très bien, parce qu'ils ont été débordés. Pourquoi je n'ai pas toutes les explications, mais l'espace qu'ils ont laissé... Non, mais qu'est-ce que vous entendez par ne la joue pas trop bien ? L'espace qu'ils ont laissé, c'est incroyable, le souffle laissé sur la taxe Zucman. Honnêtement, le MEDEF a boxé en reculant sur toute la séquence. Et par ailleurs, sur les positions du patronat sont relativement inaudibles. Est-ce qu'il y a un problème d'incarnation ? Est-ce qu'il y a un problème, j'allais dire, d'écoute avec le gouvernement ? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'allais dire surtout, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, le MEDEF, j'allais dire, représente une forme de position du patronat un peu ancienne. Je pense qu'il y a une grande partie du patronat qui ne se retrouve plus, pas tellement sur des questions politiques, mais dans la façon de voir le monde, dans les enjeux et dans la modernité dans laquelle, aujourd'hui, le patronat doit avoir un regard par rapport à des questions très essentielles. On a un patron, on a un chef d'entreprise autour de la table et je vous vois acquiescer, Stéphane Van Nuffel. On a un entrepreneur. Donc évidemment, le MEDEF n'est pas forcément... le syndicat, je dirais le plus représentatif pour les entrepreneurs. Qui était celui qui, moi, m'a attiré fondamentalement. Il ne faut pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais quand vous rentrez dans ces instances-là, exactement comme pour les syndicats de salariés, il y a encore des syndicats de salariés qui sont sur une très vieille lutte des classes, et j'entends leurs convictions, mais qu'il faut adapter au XXIe siècle. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est plus sur Zola. Donc, le MEDEF n'est pas adapté c'est pas qu'il n'est pas adapté, c'est qu'en tout cas, je vais dans le sens de ce que disait Ludovic, c'est pour ça que j'opinais, parce qu'en fait, j'ai l'impression, et c'est pas contre le patron du MEDEF, c'est que là, dernièrement, on a quand même l'impression que les cadres, en tout cas qui dirigent, donc qui créent la pensée du MEDEF, ils manquent d'innovation. Ils n'ont pas encore trouvé des façons de communiquer ou des façons d'apporter des solutions. Ils restent toujours vraiment campés sur leur position sans vraiment apporter d'idées. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est non. Et puis voilà, on claque la porte et puis on s'en va. C'est là où peut-être que les autres instances... C'est ce qui s'était passé pour le conclave à la fin aussi. Parfait, c'est la même chose. C'était pas mal avancé pour dire on va réussir à avoir un accord. Vous pouvez claquer la porte, mais alors derrière, par conférence de presse, Twitter, j'en sais rien, vous donnez quelque chose, vous apportez quelque chose. Vous dites, nous on pense que... Non, là ça claque la porte parce que ça suffit. Après, ce que dit Patrick Martin, c'est qu'il y a des milliers et des milliers d'accords qui sont signés chaque année aussi au sein de l'entreprise et que... je n'enlève rien à ce qui... Peut-être. Voilà. Gilles Ravaud, un mot sur cette... moi, je voudrais rappeler quand même 3 choses sur la situation fiscale. D'abord, la première chose, je l'entends beaucoup, les gens nous disent, c'est pas vrai, mes impôts n'ont pas baissé sous Emmanuel Macron. Si. 60 milliards, donc 2 tiers pour les ménages. Voilà. Non, mais c'est ça.
c'est qu'en fait, c'est bien de le rappeler. Emmanuel Macron, il a supprimé la redevance audiovisuelle, il a réformé le barème de l'impôt sur le revenu dans un sens plus favorable aux gens suite au mouvement des Gilets jaunes. 2 milliards. Il y a eu un certain nombre d'aides et évidemment la suppression de la taxe d'habitation, plus d'un donc milliard. La fiscalité sur les ménages a baissé sous Emmanuel Macron. Et donc Emmanuel Macron n'a pas tant que ça mené une politique de l'offre, puisque effectivement les 2/3 des pertes de recettes fiscales très importantes sont allées dans les familles. Et personne ne l'a à la perçu. consommation. Parce que aussi, Gérald Darmanin dit boucher, avaler n'a plus de goût. C'est un peu ce qui se passe là sur les baisses d'impôts. alors ça c'est classique, et il y a plein de travaux d'expérience de psychologie économique, on sait très bien que nous tous on est beaucoup plus sensibles aux pertes qu'aux gains, et donc si vous perdez 10 €, vous êtes, si vous voulez, en négatif, beaucoup plus affecté qu'en positif quand vous gagnez 100 €. On sait ça, en plus il y a eu, je ne sais pas si je vous ai dit que j'ai fait un livre sur l'inflation, je ne sais pas si on en a parlé. Ah bon ouais. La grande arnaque, non? Voilà, je suis content que vous le citiez. Aux et donc éditions, il y a eu, les arènes. et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec, enfin, Les échappées, très indirectement avec Emmanuel Macron, il y a eu la grande crise inflationniste de l'énergie, de l'alimentaire, qui évidemment a effacé pour les gens les baisses d'impôts. Ça n'empêche pas qu'on est ici pour rappeler qu'il y a eu ces baisses d'impôts. Premier point. Deuxième point, il y a une force sociale qui a très fortement soutenu, là par contre, les baisses de prélèvements sur les entreprises, c'est le MEDEF. Et moi, pardon, j'ai donné un interview au journal L'Opinion il y a exactement 2 ans, où j'ai dit que la dette publique était hors de contrôle et que c'était grave. Je n'ai pas entendu, depuis 8 ans, le MEDEF s'indigner lorsque tous les ans, on votait des baisses d'impôts non financées. Donc quand vous dites le discrédit du MEDEF, c'est que le MEDEF est à juste titre associé à la politique d'Emmanuel Macron, parce qu'on a voté des baisses d'impôts et on nous a expliqué qu'il y a une pensée magique, que vous voyez, c'est la baisse d'impôts qui allait s'autofinancer, parce que, etc. Non mais, alors que, pardon, moi en tant qu'observateur simple de la Gilles politique... Raveau, on a juste créé 2 millions d'emplois quand même. Pardon ? On a juste créé 2 millions d'emplois grâce à cette politique de l'offre. Ça c'est intéressant cet argument, parce qu'en fait il est quand même assez largement faux. D'une part, comme vous le savez, le taux de chômage a plus baissé au cours des 8 ans dans le reste de l'Union européenne qu'en France. Certes. Voilà. Et d'autre part, on reste avec un taux de prélèvement obligatoire de plus de 45%. Non, mais évidemment, chacun va un peu choisir ses faits, mais très honnêtement, il y a quand même un consensus des macroéconomistes pour dire que même en termes de bilan d'emploi, et non pas de chômage, deux choses différentes, le bilan d'Emmanuel Macron est plutôt quand même faible, puisque si vous regardez la fameuse réindustrialisation... On n'est pas allé assez fort dans la politique de l'offre, c'est ce que nous dit Gilles Raveau ce matin. Tout à fait. Ça, c'est quand même génial. Et ça me rappelle Staline. Ça me rappelle Staline, justement, parce qu'on a des grosses références aujourd'hui. Quand ça échouait en Union soviétique, il disait, c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans le communisme. Vous voyez, c'est le principe des utopies délirantes. Il y a un livre extraordinaire de Jean-Pierre Dupuis qui raconte ça, que c'est le principe des utopies religieuses, etc. C'est de dire, quand ça marche pas, c'est parce qu'on n'est jamais allé assez loin dans le débat. Emmanuel Macron dirait, je n'ai pas échoué, je n'ai pas réussi. Ça n'est pas la même chose. Le troisième point, parce que vous n'avez pas réussi à me faire dévier de ma démonstration. Le troisième point que je veux dire, c'est que je trouve, ça me fait rire le Patrick Martin avec son petit costume. Moi, je dis non. J'attends le moment où il va défiler dans la rue. Il n'a pas de cravate. Tout le monde sait, tout le monde sait, et là il est totalement irresponsable, et c'est pas très classe de sa part, tout le monde sait qu'il faudra qu'il y ait des hausses d'impôts, éventuellement déguisées comme, par exemple, les déremboursements de médicaments. Quand vous diminuez les remboursements, en fait, vous augmentez le reste à charge des ménages. Et donc, tout le monde sait que la situation budgétaire dramatique dans laquelle on est nécessite à la fois des baisses de dépenses et des hausses d'impôts. Quand même, je rappelle que Patrick Martin a tendu la main l'année dernière au gouvernement en disant on est prêt à porter une partie du redressement des comptes publics par les impôts si l'État fait le travail de son côté. Ils ont eu l'impôt. On n'a pas eu la réforme de l'État. Évidemment. Et il y a quand même eu 25 milliards de hausse d'impôts l'année dernière, dont une dizaine de milliards sur les entreprises. Une petite dizaine de milliards sur les entreprises. Donc, tout à fait. Il joue le jeu, non? Il joue le jeu ou pas, Gilles Raveau? Non, mais enfin, on a devant nous un ajustement budgétaire et c'est vraiment, ça n'a aucun sens dans la réalité des gens de jouer sur les mots, sur baisse des dépenses ou etc. Le niveau de vie, moi je répète effectivement, c'est que le niveau de vie moyen va baisser dans les années qui viennent. Parce que un État en déficit, c'est un État qui met plus d'argent dans les familles et dans les entreprises qu'il n'en prend. Quand vous réduisez le déficit, ça veut dire que le niveau de vie des entreprises et des familles baisse. Ça, c'est absolument évident. Et moi, ce que j'avais proposé, et c'est là la grande lâcheté de tout notre appareil politique, on sait très bien qu'il faut diminuer les retraites. Moi, j'ai proposé quelque chose de simple, c'est qu'il y a 2 éléments de fiscalité sur lesquels les retraites ne sont pas à égalité que les salariés. C'est le fameux abattement de 10% et la CSG qui est un taux inférieur. Moi, ce que je proposais, c'est que tranquillement, calmement, sur 10 ou 15 ans, on supprime ces avantages progressivement. Sauf qu'on voit que dès qu'on touche aux retraités à l'Assemblée nationale, c'est une... Dès qu'on touche à tout. Pour dire surtout pas. Dès qu'on touche à tout. Non, en fait, je voulais juste dire... Je voulais juste dire un truc. D'abord, je suis obligé, mais ça c'est par provocation et je veux pas relancer le truc, mais
qu'on nous parle de baisse d'impôts après 2017, quand il y en a eu des hausses historiques entre 2012 et 2017, moi j'adore. Et je veux pas faire mon patron de base. Ouais. Mais quand on vous a mis des couches dans la tronche pendant 5 ans, derrière qu'on vous en enlève là 30% et qu'on vous dit regardez, vous êtes content, vous faites des allongements fiscaux, pour moi c'est pas un allongement. Parce que si vous revenez 15 ans en arrière, il n'existait pas ces impôts-là. Donc moi je veux bien qu'on soit toujours les grands méchants loups qui ne passent que du temps à se plaindre, etc. Bon, admettons, j'enlève ça. Le taux de prélèvement obligatoire est supérieur à celui de 2012. J'enlève ça. Et je disais, et mon propos était juste de dire, voilà, là où je rejoins Gilles, c'est qu'il faut dire aux Français. Il faudrait vraiment que notre classe politique soit capable de dire aux Français, il faut que tout le monde fasse un effort. Là, il faut que tout le monde fasse un effort. Là. C'était le message de François Bayrou. Ouais, le problème, ça lui a pas beaucoup réussi. Quand vous en parlez, quand j'en parle, moi, avec mes confrères chefs d'entreprise, quand je vais dans des clubs d'entreprise, la peur que l'on a, nous, pour une fois, c'est qu'à chaque fois qu'on nous a vendu un truc, qu'on nous a dit ce sera temporaire, et le consommateur que je suis aussi, si je vous parle de prélèvements sociaux, etc., c'est resté. Voilà. Moi, j'ai des clients qui ont de la chance, ils ont du patrimoine, ils ont bien gagné leur vie, on leur a vendu il y a quelques années la contribution sur les hauts revenus, c'était ponctuel. Contribution exceptionnelle. Elle est toujours là. Donc là, comment vous expliquez à ces gens-là qu'il va y avoir une nouvelle couche de contribution? Ils y croient plus. Différentielle, celle-là. Différentielle. Elle n'est plus exceptionnelle, elle est différentielle. Donc, Gilles, pardon, je suis désolé, on est quand même les champions à un moment donné. On flûte, en fait, on flûte nos concitoyens. On les flûte d'un côté en leur disant, si vous croyez que vous allez garder vos retraites plein pot, c'est faux, parce qu'un jour, par le mécanisme européen, nos voisins vont nous dire stop, il faut tout raboter, et quand on y sera arrivé, on y sera arrivé. Il faut le faire avant intelligemment. S'il faut demander des efforts à M. Arnaud et ses copains, on va leur demander, mais ils y croient plus. Ils y croient plus. Voilà, vous voyez, c'est important qu'on passe ce message. Et je reviens peut-être sur la conférence sociale, parce que là, on revient, on est beaucoup sur le recentrons le débat. Merci Ludovic. Sur la conférence sociale, en tout cas, j'étais très sensible à ce que disait Stéphane, parce que ce divorce dont je faisais état, Stéphane l'a bien résumé, je pense qu'il y a un divorce qui est en train d'apparaître entre le patronat et les entrepreneurs. C'est pas le même muscle, en fait. Et c'est pas le même muscle dans le siècle qui vient, parce que je pense que l'entrepreneur, je regarde Stéphane avec des yeux d'amour, du coup, non mais je pense que l'entrepreneur, aujourd'hui, il intègre forcément son époque. Il sait qu'il y a des questions, il y aura des questions, peu importe le domaine d'activité, de désindustrialisation, des questions liées aux énergies, des questions liées à la démographie et tout ça. L'entrepreneur, il intègre ça parce qu'il a une réflexion en business plan. Le patronat, au même titre que d'autres syndicats, je veux pas juste pointer du doigt, aujourd'hui est un peu arc-bouté sur quand même un monde de fiscalité, un monde quand même sur lequel on est encore en train de régler à Bercy, on fait phosphorer des équipes à chiffrer des choses, qui a un monde qui est en train de tenter de se sauver, honnêtement, avec des espèces de patchwork comme ça, budget Frankenstein et autres, mais qui n'a plus d'impulsion. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'impulsion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, honnêtement, il y a des enjeux en termes de rupture technologique, d'innovation, de changement de comportement, de consommation, des enjeux démographiques qui sont monstrueux, et pendant ce temps-là, on est en train de régler... pardon Ludovic, quand on met 43 milliards de hausse d'impôts sur nos entreprises, comment voulez-vous qu'on innove ?